Bonsoir à tous. France 3 vous propose plusieurs débats en vue des élections des 20 et 27 juin prochains. Les régionales, ce sera sur notre antenne ce mercredi à 21h. Et on commence ce soir avec deux débats consacrés aux élections départementales. Le Cantal à 23h35. Et tout de suite, on s'intéresse à la Haute-Loire. Avec moi, deux confrères. Christophe Darne, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef de l'Éveil de la Haute-Loire, un journal du groupe Centre-France La Montagne. Et puis viendra ensuite Emmanuel Moreau, journaliste à France Bleu, Pays d'Auvergne. La Haute-Loire, c'est un département situé au sud-ouest de la région Auvergne-Rhône-Alpes. En voici une rapide présentation. Au 1er janvier 2021, la Haute-Loire comptait 227 552 habitants, répartis sur les presque 5000 km² du département, ce qui donne une densité de 45 habitants par kilomètre carré. C'est environ 2,5 fois moins que la moyenne nationale. Et c'est l'ouest du département qui est le plus peuplé le long de l'axe formé par la nationale 88 qui relie le Puy-en-Velay à Saint-Étienne dans la Loire. Cette année, le conseil départemental a voté un budget d'un montant record de 302 millions d'euros, un budget gonflé en partie pour lutter contre les conséquences de la crise sanitaire. Le département a d'ailleurs enregistré les plus forts taux d'incidence dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes en avril dernier. 80 millions seront consacrés à l'investissement, 222 au fonctionnement. Et c'est l'action sociale et la solidarité qui consomment le plus d'argent devant l'entretien des 3400 km de routes départementales et des réseaux d'eau et d'Internet. Les électeurs sont regroupés dans 19 cantons où se présentent au total 34 binômes. Dans 5 d'entre eux, l'issue du vote est déjà connue, il n'y a qu'un seul tandem de candidats. Et s'il y aura bien 13 duels au premier tour, on ne compte qu'une seule triangulaire. Alors 34 binômes, c'est moins que lors de la dernière élection départementale. On connaît la Haute-Loire pour sa grande stabilité politique et ce malgré un changement prévisible, puisque Jean-Pierre Marcon ne se représente pas. Christophe, vous qui êtes tous les jours au contact de l'actualité politique de la Haute-Loire, qu'est-ce qu'on peut en dire ? On peut quand même dire qu'une page va se tourner dans cette élection départementale. D'abord, c'est la fin d'une génération, avec plusieurs élus cadres, comme Madeleine Dubois sur le canton d'Issingeaux, Michel Descollins sur le Velay volcanique ou encore Joseph Chapuis, qui ont décidé de ne pas se représenter. Donc vraiment la fin d'une génération. Surtout le président Jean-Pierre Marcon, qui à 72 ans a décidé de prendre sa retraite. Il était conseiller départemental depuis 1979. Donc vraiment des cadres qui partent. Et puis une page plus politique pourrait se tourner lors de cette élection. Le département entretient un héritage centre-droit issu de Jacques Barrot, qui a été perpétué d'abord par Gérard Roche et puis par Jean-Pierre Marcon. Là, l'émergence de nouveaux élus dans la lignée de Laurent Wauquiez pourrait quand même changer la donne. Puis vous le disiez, 34 binômes, c'est 2 fois moins qu'en 2015. Avec des cantons où il n'y aura pas de concurrence, des secteurs entiers où la gauche n'est pas présente, et puis un seul binôme du Rassemblement national, alors que ce parti avait joué les troubles fêtes en 2015. Merci Christophe pour ce point. Alors pour ce débat, comme pour les 3 autres débats consacrés à l'Allier, au Cantal et au Puy-de-Dôme, nous avons choisi d'inviter des candidats qui ne se présentent pas dans les mêmes cantons pour exprimer à la fois la diversité des territoires et la diversité des idées et des débats politiques plutôt que d'organiser des oppositions dans les mêmes circonscriptions électorales, mais en respectant les grands équilibres politiques au sein de l'Assemblée départementale. Alors laissez-moi vous présenter nos 4 invités. Bonsoir Marie-Agnès Petit, vous êtes candidate étiquetée Union de la droite, candidate dans le canton du Haut-Velay granitique, avec Bernard Brignon. Il n'y a pas d'autres candidats dans cette circonscription. De l'autre côté de la table, Nicole Chassin, vous êtes candidate pour l'Union de la gauche dans le canton de Sainte-Florine avec Pascal Gibelin. Sont également candidats Marion Faure et Xavier Ménard. Mention qui est obligatoire pour présenter toutes les forces en puissance dans cette élection. Michel Chapuis, bonsoir. Vous êtes candidat de l'Union de la droite et du centre dans le canton du Puy-en-Velay avec Christiane Monnier. Les autres candidats sont Salwa El Azouzi et Fabien Surel. Et puis notre dernier invité, Guy Chapelle, soutenu par l'Union de la gauche et des écologistes dans le canton du Puy-en-Velay 3 avec Laure Villard où son candidat Gilles Delarbre et Blandine Delot-Ferré. Alors deux autres courants politiques sont représentés. Christophe parlait du Rassemblement national dans le canton d'Aurec-sur-Loire et une liste aussi aux couleurs de la France insoumise dans le canton Amblavaises et Mégale. Alors, un département, c'est des habitants, ce sont des cantons, des élus, des agents et le carburant pour faire marcher tout ça, c'est le budget. On l'a dit en introduction, près de 303 millions d'euros ont été votés cette année, un montant
jamais atteint jusqu'à présent. Et 52% des dépenses de fonctionnement sont consacrées à l'action sociale. C'est le sujet qu'a choisi Christophe Darne pour introduire ce débat. On le regarde, je lui passe la parole dans un instant, juste après ce jingle. Et c'est à vous, Christophe, la première question de ce débat. Et oui, l'action sociale et médico-sociale, c'est 158 millions d'euros pour le département de la Haute-Loire chaque année. Un budget qui devrait encore progresser en 2021 avec les suites de la crise sanitaire et notamment l'explosion du nombre de demandeurs du RSA. Marie-Agnès Petit, la première question, est-ce que vous ne craignez pas dans ces conditions de voir la marge de manœuvre du département se réduire ? Et quelle est la solution pour le département justement pour faire face à cette explosion du nombre de demandeurs du RSA ? Je crois que dans cette crise sanitaire que nous venons de traverser, nous avons bien vu que collectivement, le conseil départemental a su être réactif, innovant, en venant justement accompagner, soutenir les personnels, les structures le plus dans le besoin. Et nous avons d'ailleurs voté en juin 2020 5 millions d'euros pour être aux côtés de nos acteurs économiques. Et nous avons également aussi été aux côtés de nos maisons de retraite, aux côtés de l'ensemble de la population avec la distribution des masques. Bref, un budget important dans cette crise sanitaire qui est pas loin des 10 millions d'euros, qui viennent s'ajouter, je dirais, à ce budget important du social, qui est quelque part cette belle solidarité humaine et qui vient accompagner tout un chacun tout au long de sa vie. On commence avec le bébé dans le ventre de sa maman, parce que nous faisons le suivi de grossesse, jusqu'au jeune Benjamin qui est au collège, jusqu'à Simone qui est en maison de retraite. Et cette solidarité humaine est bien présente tous les jours, au quotidien, dans un budget important. Et la question de Christophe, c'était comment on l'aménage ? Il va falloir être attentif, justement, à cette sortie de crise, pour bien écouter, tant au niveau des jeunes populations que des personnes âgées, de quelle manière le département peut encore plus accompagner. Et je pense que notamment sur les personnes en difficulté, et nous avons bien vu que le chiffre de demandeurs du RSA va en augmentation. Nous étions à 2800 demandeurs en 2019, nous sommes aujourd'hui à 3200. Il faudra donc que nous puissions amplifier, être encore plus réactifs pour accompagner ces personnes. Un constat très simple, plus nous agissons vite, plus nous permettons à ces personnes-là de retrouver un emploi. Donc il faudra, je pense, amplifier et être encore plus présents pour notamment ces nouveaux demandeurs qui arrivent et leur permettre de retrouver le chemin de l'emploi. Je préfère un jeune en apprentissage, je préfère une personne qui est en difficulté l'avoir dans une entreprise plutôt qu'au RSA. On va demander à Nicole Chassaing ce qu'elle en pense. Ben, tout à fait. La solidarité départementale a bien fonctionné, il faut reconnaître, suite à la crise. Et c'est vrai que, comme on voit le nombre de demandeurs d'emploi et autres augmenter, il faudra qu'on trouve des solutions. Et peut-être au niveau budget, ce sera difficile, puisque le budget est bloqué par l'État. Donc, par les recettes, effectivement. Oui. Et donc, il faudra qu'on soit un peu plus inventif, peut-être. Je pense que ça pourra être ça. Est-ce qu'aujourd'hui, les mesures d'accompagnement dont parlait Marie-Agnès Petit, mises en place par le département, et les mesures de contrôle sont pour vous suffisantes ? Je dirais que c'est jamais suffisant, mais je reconnais que elles sont très importantes et très utiles pour toute la population du département. Parce que toutes les couches de la population ont été aidées dans la mesure des besoins. C'est bien, quoi. Voilà. Guy Chapelle, dans votre canton, vu de votre canton, on en a fait assez avant de passer la parole à Michel Chappuis. Vu de notre canton, bien sûr que la crise que nous venons de vivre a démontré que notre système de sécurité sociale est très important et qu'il faut le sauvegarder puisque chacun cotise selon ses moyens et l'utilise selon ses besoins. C'est la solidarité dont parlait Marie-Agnès Petit. Marie-Agnès Petit, tout à fait. Et donc je pense qu'il faut la sauvegarder. Il faudra certainement, comme dit Mme Chassaing, trouver d'autres recettes concernant le nombre de ressortissants du RSA. Aujourd'hui, une demandeur, on a 3850 sur le département et sur le national, on est à 1 85 000. Donc on est loin quand même de la demande nationale. Cela étant, il faudra trouver d'autres solutions. Et sur le RSA, je pense qu'il faudra également l'étendre aux 18-25 ans
parce que les étudiants, notamment, il y a une vraie inégalité devant l'accès à la formation, au loyer, notamment dans le département de la Haute-Loire. Certes, nous avons quelques études supérieures, mais nos étudiants vont plus souvent sur Clermont-Ferrand, Saint-Étienne et Lyon. Christophe, peut-être une question à Michel Chapuis. Oui, certains départements, notamment comme la Seine-Saint-Denis, ont commencé à tirer la sonnette d'alarme et à demander à ce que le RSA soit repris en charge par l'État. Aujourd'hui, vous, quelle est votre position par rapport à cette dépense pour le département ? C'est une vraie question qui est fondamentale, parce que d'un côté, on a le nombre de RSA, donc de bénéficiaires qui est en augmentation, et de l'autre côté, les budgets ne sont pas extensibles. Et donc, du coup, l'État n'a pas compensé à l'euro équivalent la prise en charge du RSA. Donc on a un vrai sujet. Et sur les départements très peuplés, comme le Seine-Saint-Denis auquel vous faites allusion, il y a une demande très claire des élus de passer donc au niveau de l'État, de transmettre au niveau de l'État l'action du RSA. Alors c'est un sujet qui est un peu compliqué, parce que le transférer à l'État, l'État l'a transféré au département, maintenant le retransférer à l'État, le département a déjà perdu beaucoup d'argent, puis ça s'est pas fait à l'euro constant. Le retransférer, si on le retransfère dans le cadre d'une collecte, enfin au montant actuel, on continuera à payer le montant, il ne faut pas rêver. C'est-à-dire qu'on va transférer la dépense, on va transférer le sujet, mais on va aussi transférer les fonds. Donc le département continuera à payer. Donc ce n'est pas forcément dans ce cadre-là que... Et quand Guy Chapelle dit qu'il faudrait l'ouvrir aux étudiants, vous êtes d'accord ? Non, je pense que c'est là un point de différenciation qu'on peut avoir. D'abord, le RSA existe déjà pour les jeunes de 18-25 ans. Certes, avec des particularités, avec une accession qui est un peu particulière. Il faut travailler au moins 2 ans ou avoir un enfant, bref. En tout cas, non, nous la politique, enfin moi, en tout cas, ce que je souhaite, c'est qu'on soit plus... 1 euro dépensé dans le cadre de la formation de l'apprentissage me paraît 1 euro bien plus, mieux investi que dans l'assistance au niveau des jeunes. Je pense qu'un jeune qui commence, il vaut mieux qu'il commence par travailler, il vaut mieux qu'on l'aide dans une formation, dans le soutien à l'apprentissage. Question aux uns et aux autres, où est-ce qu'il y a des marges ? Qui répond ? Marie-Agnès Petit, il y a des marges. Après, Nicole Chassaing, peut-être. Est-ce qu'il y a des marges pour créer de nouvelles politiques ? Alors, après, moi, je crois que c'est une question de volonté politique, mais qui en même temps est un peu enfermée dans une situation financière dans laquelle nous met l'État. Rappelons-nous quand même, depuis ces 2 dernières années, l'État qui nous a obligés à ne pas dépasser les 1,2% d'augmentation de fonctionnement, l'État qui demain va nous supprimer cet impôt de la taxe foncière, donc nous n'avons plus aucun levier fiscal, donc ni de recettes. On devient quelque part un peu les exécutants de l'État, si vous me permettez. On dit que le département est une collectivité guichet pour certaines de ses compétences. C'est pas très aimable quand on dit ça. C'est vrai que c'est pas très aimable, mais je crois qu'en même temps, c'est aussi la volonté politique de regarder comment, avec ce budget de fonctionnement, avoir quand même en face un budget d'investissement. Et un budget d'investissement qui, notamment, peut arriver auprès de nos acteurs économiques, comme c'est déjà le cas. Et même si la loi NOTRe, qui n'est pas la nôtre en même temps, ne nous le permet pas, nous avons eu cette volonté d'accompagner encore nos acteurs économiques. Et faire de l'économie, je pense que c'est aussi faire du social. Le social passe par l'économie. Et si demain on peut permettre d'accompagner nos acteurs économiques pour qu'à leur tour, ils puissent former et embaucher des jeunes, c'est ça, je crois, que nous avons besoin. On reste sur le social pour l'instant, Christophe. Marge de manœuvre, Guy Chapelle, oui. Sur les marges de manœuvre, je pense qu'il y en a également au niveau national. Si nos politiques regardent les évasions fiscales, les paradis fiscaux, les 20 banques européennes aujourd'hui cachent 25 milliards d'euros dans les paradis fiscaux. Et puis également, on a des marges de manœuvre également sur les profits des grandes entreprises, des groupes internationaux, puisqu'aujourd'hui, le CAC 40, en 2021, va délivrer 51 milliards de dividendes, plus que ce qu'ils ne font de profit. Nicole Chassaing, quand on parle de social aussi, on évoque évidemment la situation des EHPAD et le maintien à domicile, qui est une solution qui est très, très axée pour le département de la Haute-Loire. Sur l'avenir aussi, ce maintien à domicile, c'est la solution ? Disons que c'est une bonne solution et c'est une solution qui est bien demandée par les bénéficiaires.
puisqu'il n'y a rien de mieux que de rester chez soi le plus longtemps possible. Et on s'aperçoit qu'effectivement, dans l'aide à l'autonomie à domicile, on a plus de 4000 bénéficiaires, alors qu'on en a un peu plus de 3000 en EHPAD. Mais malgré tout, il faut aussi préserver les EHPAD parce que c'est une solution qui, malgré tout, est assez bonne, je dirais. Michel Japuy, pour conclure sur ce sujet de l'action sociale du département sur les EHPAD. Je crois que c'est bien aussi qu'on ait parlé des EHPAD et pas simplement du RSA. C'est un sujet qui est fondamental pour le département de la Haute-Loire. Il faut savoir déjà qu'en Haute-Loire, on a une caractéristique par rapport à la région, c'est qu'on a plus de personnes de 75 ans que la moyenne régionale. On a un peu plus de 11% et on s'en est bien rendu compte quand il a fallu, nous les élus, activer la vaccination pour les personnes de plus de 75 ans. On a un sujet fondamental, on a plus de personnes âgées avec des revenus qui sont très faibles. On est dans un département rural, donc en règle générale avec des femmes seules qui se retrouvent avec soit la retraite agriculture qui est très basse, soit le minimum vieillesse. Donc on a un sujet qui est fondamental, c'est comment on fait pour garantir à nos personnes âgées qu'elles puissent avoir leur fin de vie dans des EHPAD ou à domicile, parce que je rejoins Mme Chassaing là-dessus, à domicile. On a un sujet qui est vraiment fondamental pour le département de la Haute-Loire. Donc, il faut qu'on arrive à investir dans les EHPAD, parce que plus la collectivité investit dans la création, la rénovation des EHPAD, moins ça impacte le prix de journée. Donc à l'arrivée, les personnes âgées peuvent se payer l'EHPAD, et non pas les descendants et non pas les enfants. Parce qu'on assiste à quelque chose qui est absolument incroyable, c'est-à-dire que les personnes âgées refusent d'aller en EHPAD parce qu'elles ne veulent pas que ce soit leurs enfants qui payent derrière le prix de journée. Et donc du coup, il faut absolument que nous, là-dessus, on puisse soutenir. Et évidemment, la voie royale, c'est le maintien à domicile. Donc là, au niveau de l'habitat, quelles aides on peut apporter, nous, au niveau du département? Et là-dessus, il faut vraiment mettre le paquet aussi, passer des dépenses d'investissement. Comment on peut aider à la rénovation de l'habitat pour le maintien à domicile? Alors, vous ouvrez quelque part le deuxième chapitre, même si ce n'est pas une compétence stricte des départements. Le développement économique et l'emploi sont des sujets de préoccupation pour beaucoup. J'imagine qu'en tant qu'élu, on vous interpelle souvent sur ce thème. Ce sera notre second chapitre. Marie-Agnès Petit, vous disiez la formation, on va le prendre par là, on va prendre d'abord la formation pour entrer dans le métier, puis après on parlera de ceux qui travaillent. La formation, sur quoi faut-il mettre l'accent? L'un d'entre vous a dit tout à l'heure, nous n'avons pas de grands centres d'apprentissage et d'enseignement au Puy-en-Velay. Beaucoup de nos jeunes partent, disait M. Chapelle. Je crois que le constat n'est pas tout à fait celui-là. Je trouve qu'au contraire, depuis quelques années, sur le Puy-en-Velay, nous avons pu mettre en place avec l'ensemble des partenaires un certain nombre de formations, y compris pour nos étudiants. Nous avons quand même un peu plus de 3000 étudiants sur le Puy-en-Velay, avec notamment, et dernièrement, 2 sections de formation qui viennent d'ouvrir. La licence professionnelle qualité des aliments, qui répond parfaitement aux demandes des entreprises de l'agroalimentaire qui recherchent des profils de personnes dans ces domaines-là. Et donc, filière qui va ouvrir là en septembre prochain. Le département peut aider sur des actions comme celle-là ? Le département ne peut pas aider puisque ce n'est pas de sa compétence, mais c'est en amont la réflexion avec les partenaires concernés, notamment, je pense, avec les acteurs économiques, avec les compagnies consulaires, pour faire ensemble et donc agir et mettre en place effectivement des formations telles que celle-ci. Ça va être le cas à l'automne prochain, notamment avec le Master Tourisme qui va ouvrir au Puy-en-Velay. Tout ça, je crois, fait écho à toutes ces formations mises en place, y compris dans nos CFA, pour que ces formations répondent justement aux besoins des entreprises. Et les entreprises CFA, Centre de formation des apprentis, je le précise. Centre de formation des apprentis. Et les entreprises nous le disent bien. Et d'ailleurs, les médias, quels qu'ils soient, en ont fait encore écho ces derniers jours. Les entreprises recherchent des Guy Chapelle, vers quel métier vous aimeriez aller voir les jeunes aujourd'hui ? Ouais, je pense qu'il faut que le département puisse accompagner aussi avec d'autres collectivités développer l'insertion professionnelle. Et donc, comme par exemple avec l'AFPA sur la zone industrielle de Blavozy, sur la commune de Saint-Germain-la-Prade, où ce centre de formation s'est transformé en tiers-lieu pour insérer... c'est quoi un tiers-lieu ? Alors un tiers-lieu, c'est un site qui permet d'accueillir des
des auto-entrepreneurs ou des artisans en démarrage qui peuvent venir utiliser les machines, utiliser les compétences des formateurs pour se lancer dans la vie active. Mais c'est aussi un lieu pour que les jeunes fassent leur apprentissage. Alors, je repose ma question. Vers quel métier doivent-ils aller aujourd'hui, ces jeunes ? Les métiers qui leur plaisent. Il faut qu'ils aillent vers les métiers qui leur plaisent. Et justement, il n'y a pas toute la palette de métiers sur la Haute-Loire. Et puis, on ne pourrait pas avoir toute la palette de métiers sur la Haute-Loire. Mais il faut qu'ils aillent vers ce qui leur plaît. On a également une grande école, les EPAC, qui forme beaucoup de jeunes et qui est en expansion, et sur la zone de Saint-Germain-la-Prade aussi. Nicole Chassaing, vous êtes d'accord avec ce que dit Guy Chapelle ? Il y a des compléments à apporter, il y a des choses à faire mieux, à aller plus loin ? Oui, je dirais que la formation des jeunes est très importante, et donc il faut effectivement les engager à se former le plus possible, et dans les métiers peut-être aussi qui n'ont pas trop de personnes qui sont intéressées malgré tout. Vous pensez à quoi ? Je pense à la restauration, les métiers, le boulanger par exemple. C'est extrêmement difficile de trouver un boulanger, un boucher. Moi, j'étais maire de Sainte-Florine. À Sainte-Florine, on n'a pas de boucher, et j'en avais trouvé un, mais il n'est pas venu s'installer au bout du bout. Donc c'est vrai que ce sont des métiers qui sont en manque de recrutement et dont on a beaucoup besoin, puisque ça fait partie de la vie de tous les jours. Michel Chapuis, ce que vient de dire Nicole Chassaing, c'est intéressant parce que les métiers créent l'emploi, l'emploi crée la présence sur le territoire. Qu'est-ce qu'on fait pour renforcer l'économie sur le territoire ? Justement, il faut qu'on s'intéresse beaucoup à l'économie, même si ce n'est pas la compétence, puisque c'est la région maintenant qui a la compétence économie. N'empêche qu'on peut aider au développement, et c'est ce qui a été fait à travers des conventions qui sont faites avec les autres collectivités, où le département arrive comme un effet levier et finance aussi. Mais on créera de l'emploi, certes, mais il faut avoir des entreprises, avoir un territoire, un département qui soit suffisamment attractif pour justement aussi attirer des entreprises sur notre territoire. Et c'est aussi tout l'enjeu du département. Christophe, peut-être ? Ces derniers mois, justement, avec la crise sanitaire, le département s'est très investi sur le volet économique. Là, on ne l'attendait pas forcément, notamment en aidant par des biais des crédits d'impôt sur le développement économique de certaines petites entreprises, notamment, ou petits commerces. Est-ce que là, ce sont des mesures qui vont pouvoir être poursuivies, continuées, et à quelle échelle ? Sur ce volet économique, je crois que depuis ces 2 ou 3 dernières années, nous avons prouvé au niveau du département notre volonté d'accompagner ces acteurs économiques. Comment le faire, puisque la loi ne le permet pas ? Ça a été juste, je dirais, ce tant soit peu d'intelligence collective avec les communes de communes, avec la région, pour voir de quelle manière nous pouvions passer convention avec eux et ainsi accompagner tant le chef d'entreprise que l'agriculteur, que les domaines de l'économie sociale et solidaire, qui sont quand même 10% des actifs dans notre département, et donc c'est pas rien que d'être à leur côté pour les accompagner, et faire en sorte que justement nous puissions avoir des entreprises qui viennent s'installer chez nous, comme ça va être le cas prochainement sur la zone de Chasse-Pusac avec l'entreprise Lou, qui va recruter quelques 100 à 150 personnes et qui va les former. Et donc, tout à l'heure, quand M. Chapelle disait les métiers pour les jeunes de ce qu'ils voudront faire, c'est les métiers aussi pour les entreprises qui en ont besoin. Et Lou, on sait qu'elle va avoir des besoins. Donc, à nous de regarder collectivement qu'est-ce que nous devons mettre en place et le mettre en place pour que, justement, ces entreprises puissent embaucher. Je pense au domaine de l'agriculture. L'agriculture, aujourd'hui, embauche et ne trouve personne. À nous donc de faire en sorte de créer ces filières de formation. Et elles sont en train de se mettre en place, justement. Et quelles entreprises, Guy Chapelle ? Parce que vous vouliez réagir à ça. Oui, donc je pense qu'il faut que le département puisse continuer de soutenir nos chefs d'entreprise, bien évidemment, et les projets environnementaux et solidaires, en les conditionnant aussi sur des critères sociaux et environnementaux. Sur l'agriculture, bien évidemment, on est dans un département rural, la Haute-Loire, et nos agriculteurs on façonne notre département. Et si on veut développer le tourisme, il faut aussi que le département soit aussi... que les cultures puissent se faire, etc. Et donc, nous habitons tous la même terre. Donc, nous sommes dans un département rural et nous devons développer un tourisme, mais aussi soutenir les services publics
Les services publics sont importants, on est en milieu rural. Alors les L'agriculture. services publics et les services au public, j'ai envie de faire la distinction. Ça vous Alors, dit quelque moi, chose, ça vous bien évoque, sûr, bien ça sûr. vous semble important cette distinction? Tout à fait, oui. Les services publics, pour moi, c'est les services qui sont nécessaires à tout le monde, à la population. C'est la Poste, c'est EDF, GDF, enfin Enedis aujourd'hui, il y a des distributeurs d'énergie. C'est tous ces services-là. Ce sont les collectivités, bien évidemment. Alors, je reviens sur l'agriculture, je m'excuse, mais l'alimentation doit s'intégrer dans un concept de santé globale. Et donc, on ne peut pas séparer la production alimentaire, sauvegarde la biodiversité et préserver la santé humaine, animale et environnementale. Donc, sur le département, nous avons la compétence au niveau des collèges, nous avons la compétence au niveau des EHPAD. Donc, je pense qu'il faut aider nos producteurs qui font des produits de qualité et unir nos forces pour qu'ils puissent alimenter tous nos collèges et nos EHPAD. Voilà. Nicole Chassaing, le tourisme vous semble, vous, important? Très important pour la Haute-Loire parce que... Et on l'a vu avec l'été qu'on a passé dernier, l'été dernier et celui qu'on s'apprête à vivre d'ailleurs. Oui, l'été dernier, effectivement, là, en Haute-Loire, il y a eu une excellente saison touristique et on espère cette année que ce sera identique et ça aidera bien tous nos commerçants, restaurateurs et autres, et gîtes et tout ça. Donc c'est important, le tourisme est très important pour la Haute-Loire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le tourisme? Il faut attirer des gens qui viennent en individuel, il faut attirer des gens qui viennent en groupe. Comment il faut le moduler? Il faut aider les petites structures que peuvent être les gîtes, les hôtels, les activités. Les gens sont à la recherche aujourd'hui d'activités, par exemple? Oui, je dirais les deux. Il faut accueillir les individuels et les collectifs. Mais c'est vrai qu'au niveau des gîtes, effectivement, il faudrait peut-être un petit peu plus d'aide qu'on en a eu. On en a eu il y a quelques années. Et ça s'est un petit peu estompé, je dirais, pour différentes raisons. Il faudrait peut-être y revenir parce que ça fait marcher tous les commerces locaux en définitive. Marie-Agnès Petit, vous êtes d'accord? Ça s'est un peu estompé, dit Nicole Chassaing? Merci de me tendre la perche du tourisme. Moi, la vice-présidente en charge du tourisme au département, Nicole Chassaing a raison d'insister sur le fait qu'effectivement, en 2020, nous avons eu une année extraordinaire en termes de tourisme. Parce que je crois que collectivement, c'est-à-dire le département, l'ensemble des communautés de communes et les départements voisins, nous avons eu cette volonté de travailler ensemble pour mettre sur le devant de la scène cette destination Auvergne, cette destination Haute-Loire, qui fait que notre objectif, c'est d'avoir un tourisme bienveillant, c'est-à-dire, je dirais, ce bon équilibre entre l'économie, l'environnemental et le social. Et je pense notamment au tourisme handicap. Ne les oublions pas. Nous ne voulons pas un tourisme de grande masse, hein, mais au contraire, ces nombreuses clientèles qui viennent chez nous parce que c'est de l'authenticité, parce que c'est du bon air, parce que c'est en toute sécurité, et c'est pour consommer toutes ces activités de pleine nature pour lesquelles le département de la Haute-Loire s'y prête parfaitement bien. Un dernier mot à Michel Chapuis. Comment on fait pour attirer les gens en ville, puisque Marie-Agnès Petit, les grands espaces, et alors vous vous présentez dans un canton urbain, comment on fait pour faire venir des touristes en ville? Il y a beaucoup d'exemples. Hein. D'abord, bien dire qu'il n'y a pas que le Puy-en-Velay. Évidemment, la ville-préfecture est un peu l'emblème du tourisme, avec son patrimoine, faire venir les gens. Mais on a une diversité, une richesse du territoire qui est vraiment extraordinaire. Que ce soit sur le Val d'Allier, que ce soit de l'autre côté, le Puy-en-Velay. Bref, on a un département très contrasté et du coup très attirant. Après, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse au niveau du tourisme? Il faut qu'on arrive à passer d'un tourisme de passage à un tourisme de séjour. Et je crois que tous les acteurs, que ce soit la région, le département, la com d'agglo, les communautés de communes directes, tout le monde s'est investi pour qu'on arrive à garder les gens sur notre territoire, et notamment avec le puits Ville-Lumière, il y a des tas d'autres exemples, la chapelle Saint-Alexis qui va proposer donc à tous les touristes des événements nouveaux, à l'Hôtel-Dieu, bref. Ça fait quelques années qu'on travaille très fort et du coup ça marche. On va à présent remercier Christophe Darne, rédacteur en chef de l'Éveil de la Haute-Loire, d'avoir été avec nous ce soir. On va poursuivre cette actualité, Christophe, avec vous, l'actualité des élections départementales dans quelques semaines, en lisant l'Éveil. Et j'invite maintenant Emmanuel Moreau, journaliste à France Bleu, Pays d'Auvergne, à me rejoindre. Alors, pour qui connaît le département de la Haute-Loire, ou pour ceux qui regardent une carte, il y a une particularité qui s'impose. C'est cet axe que constitue la route nationale 88, particulièrement entre le Puy-en-Velay
Cholet et Saint-Étienne dans la Loire, comme une épine dorsale, on pourrait dire, qui est au milieu d'un réseau de routes départementales. C'est ce qu'on évoque dans un instant avec vous, Emmanuel. Alors, je vous donne la parole, Emmanuel. Oui, donc les routes pour le département, c'est 3400 km de départemental, un budget de 28 millions, mais effectivement, l'axe structurant, qui n'est pas de la compétence du département, c'est la nationale 88, qui va en gros de Saint-Étienne au Puy et ensuite en direction du Massif central. Une nationale 88 qui est en train d'être mise en 2 fois 2 voies, ce qui ne va pas sans difficulté. 107 2 fois 2 voies en intégralité. Pas de salut pour le département, Madame Petit? Qu'est-ce que nous pouvons constater tous ensemble? Que la Haute-Loire est un département rural, que la Haute-Loire est un département enclavé et que la route reste indispensable. Reste indispensable pour le développement de l'économie, pour la sécurité des usagers, pour la sécurité des riverains des villages traversés, en gros pour l'attractivité du territoire. Voilà. On ne peut pas compter sur la SNCF, ça c'est une évidence. Ça peut être un autre sujet dont on peut parler. Voilà, mais on va rester sur les routes pour l'instant. Madame Chassaing, oui. La 88, il faut la mettre à 2 fois 2 voies pour que le département puisse continuer à se développer? Je pense que oui. Parce que ça permettra aussi une communication entre la Loire et la Lozère, donc qui n'est pas négligeable pour nous. Et un certain nombre d'habitants à l'est du Puy se sont installés en prévision de cette 4 voies et ils l'attendent avec impatience, je dirais. Et l'ouverture vers la 75, à partir du nord-ouest du département, qu'est-ce que vous en attendez? La 102, c'est la même chose. La portion 4 voies entre Landes-sur-Alagnan et Brioude est attendue depuis très longtemps aussi. C'est vrai qu'elle a aussi bénéficié de cofinancement, même que ce soit une route nationale du département. Donc le département a bien reconnu la nécessité d'ouvrir sur la 75 l'ouest du département. Alors le sujet qui fait débat, c'est la déviation du Pertuis-Saint-Ostien qui est en train d'être mise à 2 fois 2 voies. Ça vient de commencer. Un énorme chantier de 265 millions d'euros. Guy Chapelle, vous tiquez un peu ou finalement il faut le faire? Écoutez, ce sont des projets qui ont été entérinés politiquement. Maintenant, s'il faut faire des aménagements, je pense qu'il faut écouter les populations. Et, il y a donc une forte contestation locale. Que la région... J'espère que c'est ce qu'elle est en train de faire, que la région contacte les collectivités qu'elle traverse, cette route, pour prendre la température, prendre l'avis des maires. Et si les maires ne sont pas en capacité de donner un avis, ces maires verront avec leurs citoyens pour prendre une position. Comment l'un et l'autre, vous imaginez les déplacements de demain en Haute-Loire? Comment doivent-ils s'opérer? Plus de mobilité douce, plus de transport collectif? Oui, en ce qui me concerne, moi je pense qu'il faut... au niveau des projets routiers du département, on le fait jusqu'à présent. Hein. Moi, je suis pas encore élu, mais je pense que les collègues, voilà, je suis le seul à pas être élu, je crois, mais au département. Je pense qu'il faut continuer et renforcer les projets en travaillant la mobilité douce en même temps que nous travaillons l'investissement pour refaire nos réseaux routiers. Et notamment pour qu'on facilite les transports domicile-travail. Et après, on peut passer aussi sur le transport en commun. Le transport en commun, voilà, je pense qu'il faut continuer d'essayer d'adapter ce transport en commun dans les milieux urbains et périurbains pour que ce soit plus facile de prendre le bus que la voiture pour aller à son travail. Monsieur Chapuis, vous, cette Nationale 102, le Pono, c'est important pour vous. Vous comprenez qu'il y a une contestation localement ? La 88, on veut dire. Pardon, la 88, je confonds les deux nationales. La 80, mais les deux sont importantes. Oui. La géographie de notre département qui fait que le Puy est au milieu, le bassin, et puis d'un côté on a l'est du département et l'ouest, c'est absolument fondamental qu'on puisse relier les deux, puisqu'on a quand même 2 barrières géographiques, avec d'un côté le col de Fix et puis de l'autre côté le col du Pertuis. Mais sur l'opposition, d'abord, il n'y a pas tant d'opposants que ça. Ils sont une infime minorité, les opposants dont vous parlez. Mais ils sont actifs. Deuxièmement... Oui, mais deuxièmement, sur la consultation publique à laquelle vous faites allusion, M. Chapelle, je suis désolé de vous le dire, mais elle a été faite. Bien sûr. Elle a été largement faite d'ailleurs, et les Verts ont essayé de contester et ont perdu au tribunal administratif. Les maires auxquels vous faites allusion, tous les maires qui sont concernés par le tracé, et ils ne sont pas 50, il y a le maire de Saint-Ostien, il y a le maire du Pertuis,
leur conseil municipal a voté à l'unanimité en faveur de la route nationale 88. Donc le débat démocratique, de mon point de vue, n'est plus à faire. Il faut simplement se féliciter que la région se soit saisie de ce dossier, qui est absolument incroyable. C'est une première en France, c'est-à-dire que c'est une région qui n'a pas la compétence, qui prend la maîtrise d'ouvrage, parce que l'État est défaillant, parce que l'État est incapable de le faire, et est ruiné et ne peut pas le faire. Et que donc, du coup, les 260 millions d'euros, il faut se féliciter. Et les conseillers régionaux que nous sommes encore avec Marie-Agnès, on s'en félicite et on a voté dès demain pour que cette route nationale 88 puisse se faire. Parce que c'est un élément fondamental de développement, que ce soit économique, touristique, numérique, tout ce que vous voulez. C'est indispensable. Et c'est une vraie chance qu'on puisse le faire. Alors, je m'excuse, mais je allez-y, on est là pour débattre. Hein. Si je parlais d'échange, c'est pour éventuellement le projet de la continuité de la 88 pour rejoindre la 75, où là, le débat n'a pas encore eu lieu. Et il faudra bien que ce débat ait lieu, puisqu'effectivement, c'est structurant pour le département. Voilà, alors c'est effectivement des routes nationales, même si l'État c'est un petit peu déchargé de la nationale 88. Après, on ne refera pas la géographie de la Haute-Loire. Comme disait quelqu'un, c'est beau, mais c'est loin. Que peut faire le département pour essayer d'améliorer un petit peu les choses et les déplacements? On ne peut pas raser les montagnes. Nicole Chassaing, par exemple. C'est loin, ça dépend d'où on part, effectivement. Quand on part de Sainte-Florine, d'où je suis, et pour aller au Puy, c'est vrai que la 102... C'est un bon exemple, voilà. C'est un excellent exemple, oui. Mais on nous a promis quelques aménagements supplémentaires sur la 102, donc il faut savoir attendre aussi. Donc on ne peut pas tout faire en même temps, donc il faut être raisonnable. Mais on compte bien sur ces aménagements parce qu'on en a vraiment besoin, parce que le désenclavement est très important pour nous. Marie-Agnès Petit, ce volet de l'aménagement qu'a choisi d'évoquer Emmanuel Moreau, c'est aussi l'aménagement général du territoire. Vers quoi on doit s'orienter aujourd'hui pour avoir un département qui soit, j'ai envie de dire, moderne et prêt à affronter les défis de demain? Il faut que ce soit un département qui soit d'abord accessible. Et la route, forcément, en fait partie. Mais je dirais aussi, quel que soit le moyen de cette mobilité, nous le savons bien, la route reste indispensable, certes pour les usagers, mais aussi pour nos entreprises, pour nos zones d'activité, pour nos agriculteurs, pour cette voirie forestière, pour cette voirie rurale. Il ne faut pas l'oublier. Et certes, aujourd'hui, avec du tourisme, avec une nouvelle peut-être façon de se déplacer, je pense que nous devons penser à ces mobilités douces. Et je pense notamment au vélo. Alors, on ne pourra pas faire du vélo partout. Nous le savons bien. Il faudra regarder... On n'ira pas de Sainte-Florine au Puy en vélo. Peut-être pas. Mais je crois qu'à nous de poser le diagnostic de ce qui existe déjà. Et ça sera pour nous, département, demain, que de regarder dans le cadre d'un plan pluriannuel d'investissement de quelle manière nous pouvons avoir, je dirais, cette route partagée. Pour du vélo-tourisme, pour du vélo-travail, pour du vélo-cyclotourisme. Donc à nous d'avoir cette réflexion pour justement montrer où doivent être les priorités pour ces mobilités douces. Mais c'est aussi les aires de covoiturage. C'est aussi, je dirais, tous ces prestataires touristiques qui, quelque part, devront avoir peut-être ce label vélo pour pouvoir accueillir encore un peu plus la clientèle touristique. Donc je crois que c'est un tout, et c'est un tout que nous devrons travailler avec l'ensemble des territoires concernés. Je faisais une petite allusion tout à l'heure à la SNCF. Est-ce que vous êtes satisfait de ce qui se fait dans le département? Est-ce qu'on peut faire mieux? Là non plus, ça n'est pas une compétence départementale. Mais aujourd'hui, par exemple, pour aller du Puy à Saint-Étienne, il y avait 2 trains qui ont circulé. C'est pas beaucoup. Le Cévenol, la ligne est fermée depuis plusieurs mois jusqu'à cet été pour desservir donc tout l'ouest du département. Le Puy-Clermont, c'est 2h15 de trajet. Voilà, donc ça rend encore plus nécessaire d'avoir des routes efficaces et des axes où on peut se déplacer. La SNCF, le train, n'est pas une solution Michel Chappuis, efficace. Michel Chappuis ou Nicole Chassaing, peut-être, sur ce thème. Madame Chassaing? La SNCF, on ne peut pas bien réduire actuellement le temps de circulation des trains entre Le Puy et Clermont, par exemple. Mais c'est quand même complémentaire parce qu'il y a quand même parmi les habitants de la Haute-Loire des personnes qui n'ont pas d'autres moyens pour se déplacer que le train.
Donc c'est indispensable pour nous. Et c'est vrai que c'est regrettable actuellement, enfin c'est regrettable, mais c'est constructif aussi, que la ligne du Sevenol soit fermée, parce que c'est vrai que c'est un peu difficile Pour avec des travaux, pour améliorer les choses, voilà. mais Pour il y a beaucoup de travaux à faire. Oui. Pour les cars, c'est un peu difficile et les gens trouvent le temps un peu long. Hein. Moi, j'ai rencontré des gens qui avaient pris cette ligne avec les cars. C'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué, mais bon, c'est pour une bonne chose, j'espère maintenant, que la ligne Sevenol sera maintenue parce que je sais que la région doit un peu s'investir, un peu beaucoup même, s'investir. J'espère que ça ira jusqu'au bout. Voilà. Question à Guy Chapelle et Michel Chassaing pour clore ce sujet. Puisque les budgets sont contraints, quelles seraient vos priorités si vous étiez une fois élu ? J'appuie, pardon, je me suis trompé. Guy Chapelle. Nos priorités par rapport aux routes. Oui, par rapport aux routes. C'est nos routes départementales, bien évidemment. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, en prenant soin d'aménager, comme disait d'ailleurs Madame Petit, les pistes cyclables sur nos routes. Michel Chaput, l'entretien des routes, c'est important ? Mais bien sûr, mais c'est comment dans un département solidaire on peut relier l'ensemble de nos communes sur notre territoire. C'est la même question que l'hôpital. Comment à un moment on a un hôpital qui est accessible à tout le monde avec des coopérations interhospitalières, des groupements hospitaliers. Mais derrière ça, moi j'aime bien l'idée qu'on reprend aussi avec le SDIS par exemple, avec le Centre départemental d'incendie et de secours. On voit bien que dans le cadre du SDIS, en partenariat avec le département, puis c'est une des compétences très importantes du département, il y a eu un schéma d'aménagement, de développement, à la fois de rénovation des casernes et comment on répartit le matériel, avec une idée derrière, c'est que personne ne soit à moins de 20 minutes d'un centre de secours. Et tout ça, ça fait partie de l'organisation du département. On voit bien l'importance des routes, aussi du réseau routier, justement pour avoir une espèce d'équité sur le territoire, pour que tous nos concitoyens, les Altiligériens, soient logés à la même enseigne et qu'on habite un petit village d'une commune très rurale ou qu'on habite au Puy-en-Velay, qu'on puisse utiliser les départementales et être reliés tous ensemble. C'est un élément fort pour relier les gens entre eux. Relier les gens entre eux, c'est justement notre 4e thème. Alors on ne pourra pas évoquer ce soir tous les dossiers gérés par le département. Il y a celui bien connu des collèges, de la culture, le soutien aux associations, sur lequel les élus départementaux sont amenés à voter et à se prononcer. Mais il en est un qui aujourd'hui est incontournable et qui répond à une demande très forte, c'est le numérique. Alors l'aménagement du numérique, c'est un budget qui s'élève à 1,5 million d'euros pour la part du très haut débit. On s'en est rendu compte l'année dernière, c'est bien d'attirer des gens sur un département pendant le confinement, tous ces Parisiens, je mets des guillemets, tous ces Parisiens qui sont venus, mais il faut qu'ils restent. Alors, dans ce très haut débit, est-ce qu'on met assez d'argent, Guy Chapelle, par exemple ? Alors, assez d'argent, je n'en sais rien, mais en tout cas, l'entreprise qui met en place la fibre optique aujourd'hui dans notre département n'en met pas assez. Puisque moi, en tant que maire, aujourd'hui, je subis la critique de mes concitoyens parce que la fibre optique est déployée, vu de nous, sans bon sens. En tout cas, il y a des rues entières qui sont oubliées, il y a des malfaçons. Alors, il y a sûrement des explications, puisque Orange, a priori, sous-traite l'activité à des entreprises, et ces entreprises... Plus de clarté, vous voudriez ? Plus de concertation ? Plus de clarté et plus de liens aussi avec Orange, enfin en tout cas de réponse d'Orange sur le déploiement. Aujourd'hui, quand on les interroge, c'est fin 2022. Mais on n'a pas plus de détails lorsqu'on a interrogé en tant que maire. Nicole Chassaing, ça va assez vite, non ? Non, je dirais non. Je vais citer l'exemple de samedi après-midi, j'étais à une assemblée générale de l'ADMR à Champagnac-le-Vieux. Alors l'ADMR, c'est l'association l'association à domicile. Voilà. D'aide à domicile, pardon. Je pensais à une autre. En milieu rural, donc qui dessert les personnes qui sont à mobilité réduite chez elles et tout ça. Voilà, donc effectivement, d'une part, il y a une partie du haut du canton de Sainte-Florine qui est restée 3 semaines sans téléphone, ce qui engage la sécurité des gens, puisqu'ils n'avaient aucun moyen de joindre le 18 ou le 17. Et d'autre part, c'est vrai que les téléalarmes dont sont équipés les gens qui restent chez eux ne fonctionnaient pas non plus. Donc la sécurité est en jeu. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de petits villages, nous, où il n'y a pas la téléphonie mobile.
Donc s'il n'y a pas la téléphonie mobile, il n'y a pas Internet. Et s'il n'y a pas Internet, comment on va attirer des nouvelles populations ? Ça s'est bien démontré là, pendant les confinements d'hiver, que les gens venaient à condition qu'il y ait la fibre et autres, quoi. Parce que là, on revient au chapitre de l'emploi, des gens qui s'installent, c'est de l'emploi qui se crée et qui est moins délocalisable. Donc c'est vrai que c'est intéressant pour nous. Si on parle de la fibre, hein, il y a théoriquement 53% du département qui est couvert, ce qui fait de la Haute-Loire le 56e département français. Est-ce que ce sont des chiffres véritablement valables ou qui... Ça ne correspond peut-être pas, en tout cas, au ressenti qu'ont les habitants de la Haute-Loire. Idem pour la 4G, qui est censée couvrir 96% du territoire. Peut mieux faire, doit mieux faire, rapidement, Madame Petit ? Mais je crois qu'il faut bien savoir d'où on part. On part d'il y a quelques années, quand les opérateurs, notamment Orange, ont souhaité investir davantage dans les zones peuplées, comme notamment sur l'Hexaglo, comme à Saint-Germain-la-Prade. À ce moment-là, les élus des 4 départements auvergnats et le président de la région Auvergne ont souhaité qu'il n'y ait pas cette fracture territoriale numérique. Et ils ont mis en place ce plan du très haut débit de quelques 1,2 milliard d'euros, qui permet aujourd'hui aux populations auvergnates et donc celles de la Haute-Loire d'avoir du très haut débit de différentes façons. La fibre optique, ce n'est pas que du très haut débit, c'est aussi la 4G, c'est aussi la montée en ADSL et c'est aussi cette nouvelle technique avec les satellites qui permettent d'aller jusqu'à du 100 mégas, voire du 300 mégas. Donc un plan de déploiement important pour lequel d'ailleurs ni les communes ni les Comcom n'ont payé. Le département de la Haute-Loire lui a déjà investi quelques 76 millions d'euros dans ce déploiement. Ce déploiement qui devait être à 70% sur les territoires en 2025, avec la volonté politique de la région et des départements, est aujourd'hui à 90% du territoire fibré et en fin 2022. Donc on a encore, bien sûr, un peu de chemin à faire. Ça sera d'ailleurs la réflexion des 4 départements auvergnats pour se dire, est-ce qu'il ne faut pas la phase 4, c'est-à-dire du 100% fibre ? Mais là, faudra-t-il avoir les moyens de le mettre en place ? Et n'oublions pas le reste des infrastructures. Tout à l'heure, Mme Chassaing parlait de la téléphonie mobile. Bien sûr que là aussi, c'est du développement que nous devons faire. Et d'ailleurs, un certain nombre de pylônes sont prévus sur le département de la Haute-Loire. Michel Chappuis, justement, comment on fait cet équilibre entre la ville-centre, les villes importantes du département et les zones plus éloignées ? Bon, le département de la Haute-Loire a fait un effort considérable en termes de couverture. Certes, il reste encore beaucoup à faire, et c'est tout l'enjeu du prochain mandat, mais le département, avec l'aide de la région, a eu un développement considérable. Vous avez raison, il y a à peu près 142 000 logements en Haute-Loire, et les derniers chiffres qu'on a, à peu près, c'est de l'ordre de 108 000 logements qui sont en possibilité de raccorder. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des gens qui pourraient se raccorder et qui n'ont pas pris la fibre, puisque seuls 19 420 logements sont raccordés, alors qu'on a un potentiel de 63 000. Ça vous donne à peu près les écarts. 63 000 qui sont raccordables, donc on est bien sur les 50%, mais seulement 20 000, même pas moins de 20 000. Faut faire du porte-à-porte, alors. Mais non, mais le souci qu'évoquait M. Chapelle, c'est les sous-traitants soyons clairs, les sous-traitants d'Orange, de Bouygues, de SFR, qui sont pas à la hauteur et qui nous laissent des chantiers. Qui vont au plus facile, mais qui vont au plus facile. Mais bien sûr, mais dès que c'est compliqué, c'est plus facile de desservir et bien plus rentable de déterminer un immeuble avec une colonne et de desservir tous les logements d'un immeuble que d'aller desservir à Sainte-Florine. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? De la fibre, du satellite Le départ, les caractéristiques, et Marie-Agnès Petit l'a très bien dit, de la Haute-Loire, font qu'il faut être tout azimut. C'est la fibre va bien, et jusqu'au satellite, et avec un projet d'ailleurs en partenariat avec la région de couverture par satellite, parce qu'on sait qu'il y a des endroits, compte tenu de la rentabilité, puisqu'il y a un effet rentabilité pour les opérateurs, et la topographie, il y aura que la possibilité satellite. Guy Chapelle, ça vous convient, ça, comme projet d'avenir ? Oui, je pense qu'il faut adapter à notre département les différentes techniques. Donc on parle beaucoup de la 5G également, qui doit arriver... Et il y a des doutes sur la 5G. Il y a des doutes sur la 5G, il y a des inquiétudes, bien évidemment. Mais on ne doit pas se fermer à cette solution-là, d'après vous ? On ne doit pas se fermer à cette solution. La fibre optique en est une. Voilà. Et puis tout le monde n'a pas forcément envie d'être connecté aussi. Voilà. Bon, par contre, ce qui est clair, c'est que nos entreprises doivent être connectées. Et... lorsque j'ai un chef d'entreprise sur ma commune qui m'appelle, qui me dit toute la rue à la fibre optique, moi je ne l'ai pas, comment ça se fait ? Il a 10 salariés, il se pose la question s'il veut rester ou pas. Et bon, quand on contacte Orange, ils nous disent oui, on est tributaire d'Enedis, dont on attend
leur réponse pour qu'on puisse passer la fibre optique sur des supports communs. Madame Chassaing. Oui, ben, par exemple, l'EHPAD de Sainte-Florine n'est toujours pas connecté. Et on en a besoin actuellement. J'espère que ça va arriver prochainement, parce qu'on en a besoin, parce qu'on a un nouveau logiciel de soins et qui est impérativement utilisable pour nous. Et donc, on espère qu'ils vont nous répondre, que Orange va répondre favorablement tout de suite, quoi. Je rajouterais, si vous le permettez, donc je pense que on a la compétence du numérique, mais il faut aussi, je pense, qu'on soit vigilant d'être acteur de la coordination, de la modération sur les réseaux, parce que le numérique implique de réseaux virtuels, implique les réseaux sociaux, et je pense qu'il faut qu'on soit vigilant aussi vis-à-vis de nos jeunes et de nos adultes, les adultes également, sur les risques peuvent engendrer les réseaux sociaux et le numérique. Un travail notamment à faire dans les collèges. Oui, Madame Chassaing, Madame Petit dit oui à mes côtés en vous écoutant. Je vous remercie tous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, Emmanuel Moreau, d'avoir été à mes côtés. Merci à Christophe Darne qui était à mes côtés. On ne peut pas être tous sur le plateau en même temps. C'est les raisons sanitaires et la distanciation que l'on doit respecter qui nous contraint. Je vous remercie, vous quatre, d'avoir participé à ce débat. Si vous voulez revoir un passage de cette émission ou lire un résumé, je vous invite à vous rendre sur notre site internet à l'adresse aura.france3.fr. Votre soirée se poursuit sur France 3 Auvergne avec dans un instant un second débat consacré cette fois-ci aux élections départementales dans le Cantal. Je vous rappelle qu'on votera les 20 et 27 juin à la fois pour les départementales et pour les régionales. Mercredi soir à 21h, on s'intéressera sur l'antenne de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, c'est-à-dire des départements d'Auvergne jusqu'à la Savoie aux élections régionales. Je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée. À très bientôt.